Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le bilan de nos 8 semaines de perte de gras. Il y a déjà eu pas mal de vidéos sur le sujet que je vous mettrai en barre d'infos. Aujourd'hui, on va vous partager nos résultats et faire un petit bilan de ces 8 semaines qu'on a passé à faire du sport et à améliorer notre alimentation. Restez bien jusqu'à la fin parce que à la fin de cette vidéo, on va vous dire combien de kilos on a perdu. Et je vais vous montrer mes photos avant-après, avec également mes mensurations. J'ai calculé en fait combien j'ai perdu en centimètres sur différentes parties de mon corps. Donc je vous partage tout ça à la fin de cette vidéo. Avant toute chose, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et à lâcher des pouces. Et à mettre un petit de bras comme ça. J'ai invité Flo parce que vous me l'avez demandé. Vous m'avez dit que ce serait bien qu'il partage aussi son ressenti vis-à-vis de ces 8 semaines. Donc pour le bilan, Flo est là. Ce que je te propose, mon love, c'est que des gens répondent aux questions qu'on m'a posées sur YouTube et sur Instagram. J'ai tout condensé. Première question, quelles ont été vos principales motivations pour vous lancer dans ce challenge? Je pense que les motivations, elles sont assez claires. C'est juste qu'on a grossi. On a pris beaucoup de poids en 2 ans. Chacun, on a pris 10 kilos. Parce que je sais pas c'est à quel moment vraiment qu'on a trop grossi. Mais on s'en est rendu compte là, en tout cas. Ouais, moi ça a commencé à partir du Covid, quand les gymnases étaient fermés, que j'ai fait moins de sport. J'ai sûrement mangé un petit peu plus, etc. Et puis quand on s'est mis ensemble, on s'est fait plaisir. Et on a, je pense, quand même un petit peu abusé. On a fait pas mal d'excès plutôt récurrents. Ce qui fait que, ouais, tout le temps. Ce qui fait que on a beaucoup grossi, quoi. Ça. Et puis après, même au Canada, si vous avez suivi les vlogs, sinon ils seront dans le petit qui est là ou là. Comme on mangeait beaucoup de pâtes, vu que tout coûtait la peau du cul, c'est vrai que ça n'a pas dû aider. Moi, je pense que je m'en suis vraiment rendu compte. Quand j'ai eu un gros bide, c'était quand une fois, quand on avait vu Sophie, j'ai une photo d'ailleurs, on pourra la mettre, qui était enceinte, encore à l'époque. Et en fait, où j'avais un bide aussi, mais c'était trop drôle. Ils ont fait concours qui a le plus gros bide alors que Sophie était enceinte, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça, j'ai la photo encore. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit, oh, quand même. Donc l'idée, en fait, de cette expérience, c'était pour nous de perdre du gras, mais pas perdre trop de muscles. C'est ça. En fait, de base, Flo, il fait de la muscu. Moi, je suis aussi sportive de mon côté. Donc l'idée, c'était de pas perdre trop de notre masse musculaire, mais surtout sécher et perdre un petit peu de tout ce gras qu'on avait accumulé. Pour ça, on s'est fait accompagner d'un coach qui est Chal et que je vous mettrai encore une fois son contact en barre d'infos. Pour l'alimentation, on s'est débrouillé tout seul. Mais voilà, en gros, nos motivations. Question 2. Quels ont été tes principaux changements alimentaires pendant ce challenge? Premièrement, on s'est dit qu'on allait se mettre en déficit calorique. Qui est d'ailleurs, je vous rappelle, le seul moyen de maigrir sur Terre. Alors je vous avoue que moi j'étais pas très fan parce que pour moi déficit calorique ça rimait avec avoir faim tout le temps. Donc ça me faisait un petit peu peur, mais Flo il m'a dit en fait si on veut vraiment perdre du gras, si on se fait pas un déficit calorique on n'y arrivera jamais. Oui, c'est mathématique, je l'ai dit. Ouais, donc je me suis dit, ok, on le fait à 2, donc pour moi c'était plus motivant. Donc on est parti sur un déficit calorique qui était, je pense, assez faible pour moi. En vrai, c'est encore difficile pour moi de déterminer quel est mon métabolisme basal, tu vois, de combien j'ai besoin de calories par jour en fonction de mon poids et de mon activité physique. En fait, je trouve que mesurer l'activité physique, c'est assez subjectif. Je me rends pas très compte, en fait, si c'est un peu, beaucoup, pas beaucoup. Enfin, bref. Du coup, j'ai un peu du mal à calculer ça. Mais je pense que mon déficit à moi était pas fou. Très drastique, quoi. Non. Tu perdais que à peu près 500 grammes par semaine. Par contre, Flo, il s'est fait, lui, un déficit calorique assez drastique. Moi, je sais le mesurer. Parce que moi, comme je vous dis, je fais de la muscu depuis longtemps et MyFitnessPal, je l'ai depuis, pareil, à peu près 7 ans. Donc je sais pas mon métabolisme basal parce que je m'en fous, mais je sais ce que je mange pour soit grossir, soit maigrir. Donc en l'occurrence, je me suis dit 1 kilo par semaine, c'est mon but. À peu près. J'ai fait un peu moins, je crois que au début j'étais vraiment 1 kilo, mais forcément plus on perd et plus c'est difficile de perdre, c'est logique. Quelqu'un qui est vraiment très gros et qui se dit je veux maigrir, les premières semaines il peut perdre 15 kilos, c'est pas grave, parce qu'en fait il a vraiment beaucoup de gras, et après plus c'est difficile de perdre les derniers, donc c'est normal. Oui, il faut quand même préciser qu'on n'était pas en obésité, on n'était pas en surpoids, on a un IMC normal. On se trouvait avec un petit excédent, donc on voulait le perdre. Mais du coup moi j'ai fait un truc beaucoup plus drastique qu'elle, c'était un déficit calorique juste qui était quand même riche en protéines, mais on a vraiment surtout baissé les glucides en vrai. Ouais, alors c'est ça que je voulais dire. Donc le numéro 1 c'était déficit calorique et numéro 2 c'était d'avoir une alimentation enrichie en protéines, justement pour éviter de perdre notre masse musculaire, de trop perdre en tout cas notre masse musculaire, puisque forcément je pense qu'on en perd quand même un petit peu. On est obligé. Mais l'idée c'était de manger suffisamment de protéines pour éviter ça. Juste pour préciser ce que c'est un déficit calorique, parce que peut-être que les gens savent pas. C'est en fait ce que le métabolisme basal dont elle parlait, c'est quand tu es assis et que tu ne fais rien, ou couché, comme vous voulez, c'est qu'est-ce que ton corps consomme. Il y a un moment, ton corps il consomme une quantité de calories de base qui est, même si tu ne fais rien, et c'est ça le métabolisme basal.
tout ce que tu rajoutes en faisant du sport, etc. Donc tu consommes plus. Et tout, du coup, bah, forcément, ça fait un déficit calorique aussi d'augmenter le sport. Ça, c'est une des possibilités. Ou alors tu diminues ce que tu manges. Ou tu fais les deux. Voilà. Juste un déficit calorique de base, proportionnel, ça te fait perdre du poids. Par contre, un déficit calorique où tu augmentes ton apport de protéines, ça te fait perdre du poids, mais ça cible beaucoup plus le gras que le muscle parce que tu apportes tes protéines. Et si tu augmentes du coup le sport et que tu fais ton gras, bah, tu limites vraiment ce que tu perds en muscle. Pour le coup, je pense qu'on n'a pas perdu beaucoup de muscle, vu que on verra dans les mesures des tours de bras, etc. Donc voilà, petite explication mathématique. Yes. Donc riche en protéines, et aussi ce qui a changé dans notre alimentation, c'est qu'on a fait un meilleur choix au niveau des glucides. On détaillera ça un petit peu plus tout à l'heure, mais on a switché, on va dire, tout ce qui est pâte blanche, pain blanc, les wraps, les choses comme ça, par d'autres sources de glucides, comme les pâtes de lentilles corail, les légumineuses, le quinoa, ce genre de choses. La dernière chose qu'on a changé dans notre alimentation, c'est que on a enlevé tout ce qui est industriel, c'est-à-dire qu'il y avait plus de paquets de gâteaux, il y avait plus de petits snacks à la con, ça c'était fini. On a évité le sucre, et quand je dis sucre, c'est plutôt genre le sucre blanc, quoi, les produits industriels enrichis en sucre. Par exemple, les yaourts, on les prenait sans sucre. Après, ça veut pas dire qu'on mangeait pas le sucre des fruits ou des sucres naturels, mais plus tout ce qui est industriel. Et ensuite, on a fait un petit stop sur toutes les pâtisseries. Les pâtisseries trop grasses, trop riches en sucre. Toutes les pâtisseries, parce que même les tiennes, on les donnait aux voisins. Ouais, mais après, j'ai quand même mangé quelques trucs pendant qu'on était en perte de gras. Beaucoup moins qu'avant. Mais beaucoup moins qu'avant. Donc, c'est vrai que j'ai pas totalement supprimé les desserts, mais j'en ai mangé beaucoup moins. Et tout ce qui était industriel, c'était banni de nos placards, on n'en achetait pas. Donc en fait, ça nous a fait une petite détox de sucre, encore une fois de sucre raffiné, on peut dire, qui est pendant ces 2 mois, donc c'est plutôt pas mal. Troisième question, pourquoi 8 semaines? Bah, parce que... J'avoue, je ne sais pas répondre. Pourquoi on a choisi 8 semaines? Bah alors parce que ce qu'on a fait quand même pour le corps, c'est pas non plus quelque chose qu'il faut faire tout le temps, c'est pas bien, enfin c'est pas bon pour le corps d'être sur une très longue période en déficit calorique avec du sport intensif. C'est quelque chose que tu fais sur une courte période, donc en général les résultats on les voit entre 8 et 12 semaines. En l'occurrence, c'était soit on faisait 8, soit on faisait 12, mais pas plus, c'est sûr. Et sauf que ça nous amenait 12 à juillet. Juillet, il y avait les températures beaucoup trop hautes, donc je savais que ça serait hardcore. Et pour faire du sport, quand même, en fait, finalement, au mois de juillet, il fait plus doux qu'au mois de juin. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais ça, on pouvait pas le... J'avoue, il y a des séances de sport, on en a vraiment... oui, c'est ça. Hyper chaud. Sachant qu'on faisait le sport entre 7h30 et 8h, on commençait la séance. Et donc, là où j'habite, il y a quand même du vent. Donc, ça adoucit la température. Et il y a des matins où, en fait, on transpirait déjà juste en allant dehors en fait, avant même de commencer la séance. Donc en fait on a fait 8 et pas 12, je sens qu'on aurait pu faire 12, mais on n'aurait jamais fait plus que 3 mois dans tous les cas. Après, Charles, il nous a fait un programme de 8 semaines. C'est ça, lui aussi. On lui a dit quelque chose entre 2 et 3 mois. Lui, il nous a dit 2 mois, c'est très bien aussi. Donc, en fait, on a aussi eu la confirmation de ça. En général, de toute façon, quand on fait des programmes sauf si vous préparez des compétitions de bodybuilding, machin, et encore que, c'est toujours des programmes de cut comme ça sur une très très courte période. Tu peux pas faire ça, c'est pas tenable. Après, tu tombes dans des vrais TCA, etc. Il y a aucun intérêt. Enfin, le but, c'est juste qu'on perde le gras et qu'on revienne à une alimentation normale. En fait, c'est une espèce on fait une cut, et on remonte à quelque chose de normal, en coupant toujours les excédents qu'on avait, ce qui est normal parce qu'on avait beaucoup d'excédents. Il n'y a pas d'explication vraiment plus logique à ne pas que c'est pas bon de le faire trop longtemps, quoi. Ok. Prochaine question. Alors il y a plein de petites questions dedans. Quel type d'exo vous aviez dans votre routine sport? Comment avez-vous réussi à rester motivé et discipliné? Et est-ce que vous avez fait des écarts? Des écarts sur le sport ou des écarts sur la bouffe? Bon, on peut dire les deux. Bon, attends, on peut répondre dans l'ordre déjà. Quel type d'exo? Du coup, les exercices, c'était surtout des exercices au poids du corps ou avec élastique. Donc, c'était des exercices qu'on faisait à la maison. Il n'y avait pas besoin de beaucoup de matériel. C'était des séances assez courtes mais intensives. Avec, alors au niveau des exercices, c'est des burpees, des squats sautés, pas mal de gainage. Exercice de crossfit, quoi, en fait. Ouais, ça ressemble un petit peu à du crossfit. C'est des séances qui durent à peu près 45 minutes, je dirais. Après, ça dépend parce qu'on les faisait de plus en plus vite. Parce que forcément, on s'améliorait. Au début, les burpees, moi, je n'avais pas en faire 4. À la fin, on en faisait 25. Et il faut dire qu'on n'avait pas beaucoup de matos et on faisait pas à la salle pour une raison. Parce que je pense qu'il y en a qui vont se demander pourquoi. C'est que Chal, je sais plus si tu l'avais dit dans tes premières vidéos, mais bon, on peut le répéter. Chal, en fait, on lui a demandé de venir, du coup, chez moi. Et pour qu'il voit parce que j'ai quand même du matériel, j'ai des élastiques, j'ai 2-3 petits haltères, des choses comme ça. Et pour qu'il nous fasse des exercices par rapport à ce qu'on avait sans qu'on ait un investissement supplémentaire à faire. L'idée, comme c'est que 2 mois, on voulait pas se dire je m'achète ci, ça pour 2 mois, sachant qu'à terme, l'idée c'était que
de refaire après un programme à la salle normale juste pour le quotidien. Et comme Marie, elle a aussi son sport elle. Donc on a fait par rapport à ce que j'avais, donc des élastiques, des haltères, etc. Et oui, c'est des exercices finalement de CrossFit qui sont assez intensifs, avec très très peu de temps de repos. Et les séances, je pense que la plus longue qu'on a faite, on a dû faire 50 minutes tout au début, et à la fin on les faisait entre 30 et 40 minutes en fonction des séances. En tout cas, ça s'est bien calé dans notre routine. Enfin, le matin, ça passe. C'était cool. D'ailleurs, là, tu rebondis sur la deuxième partie de la question. Ouais. Comment on a réussi à rester motivé? En vrai, je pense que tous les deux, quand on veut, on a de la rigueur et de la discipline quand c'est pour atteindre nos objectifs, tu vois. Après, ça veut pas dire qu'on n'a jamais la flemme, mais je pense qu'il faut faire la différence entre flemme et fatigue. Et en fait, si on avait la flemme, on se disait non, il n'y a pas de flemme qui compte, on le fait. Il n'y a pas de fatigue qui soit, comme disait. Voilà, il n'y a pas de fatigue qui soit. Il n'y a pas de fatigue qui soit. Globalement, on est quand même assez, on arrive à avoir cette rigueur aussi bien toi que moi. Après, ça veut pas dire qu'on aimait de ouf. Enfin, si Chal voit cette vidéo, moi, il le sait, mais je détestais 100% des exercices qu'on fait, parce que j'aime pas du tout les exercices de CrossFit intensifs, je déteste ça. Mais je le faisais parce que c'est nous qui avons demandé, et je sais pourquoi on le faisait aussi. Et du coup, le matin, on se réveillait, et moi, je réfléchis pas. C'est-à-dire que même à la salle, je peux y aller à 5h du matin, j'ouvre les yeux, j'enlève la couette, je me lève, j'y vais. J'ai pas de, j'ai besoin de 45 minutes. C'est ça, et Marie, du coup, elle a besoin de plus de temps, donc moi, je me réveillais, je prenais mon café, et après, j'allais la réveiller, je disais, allez, on fait Chal. Enfin, c'était un peu elle aussi qui me motivait si des fois j'étais un peu fatigué le matin, mais vu qu'on faisait ça direct au réveil, t'as pas le temps de penser. C'est facile de toujours se trouver des excuses pour pas faire, mais pour faire, en fait, faut juste pas penser, t'y vas, et à la fin tu dis je suis content. Parce qu'on peut passer une demi-heure dans le lit à se dire qu'on n'a pas envie de le faire, mais la séance dure une demi-heure, donc en fait autant le faire finalement. C'est vrai. Puis après, je pense que c'est devenu une routine. Enfin, au début c'était dur parce que c'était des exercices dont notre corps n'avait pas l'habitude. Ah oui, c'est vrai que donc moi au début j'avais des courbatures, mais en fait plus ça va, plus on fait les séances facilement, et finalement ça fait partie de la routine. Et en fait, on se lève et on le fait parce que voilà, c'est comme ça. Le plus dur, je pense, c'était les jours où il faisait vraiment chaud en vrai. Ouais. Parce que quand il faisait genre comme aujourd'hui, là par exemple il fait 20 degrés. Quand il faisait une température comme ça, c'est-à-dire que le matin il faisait genre 17-18, en fait c'était bien parce qu'il faisait assez frais, enfin frais entre guillemets, mais par rapport au reste de la journée. Et avec le vent ça allait. Par contre les jours où dès le matin il faisait déjà 30 degrés, là j'avoue les jours-là c'était vraiment vraiment chaud quand même. Mais c'était pas, on l'a quand même fait. On l'a fait, on n'a jamais loupé une seule séance, et jamais, moi en tout cas, je n'ai jamais fait un écart sur les 10 000 pas non plus. C'est-à-dire que tous les jours, quoi qu'il arrive... Et après, avant qu'on passe aux écarts, je voulais quand même dire, nous on arrive à rester motivés, mais il faut pas non plus être débile si par exemple on a des blessures, des choses comme ça. Parce que moi, au tout début de notre programme, je me suis fait un genre de déchirure sur le... comment ça s'appelle ? Sur le quadriceps, c'est ça ? Quadriceps. Et du coup, il y a plein d'exercices qui me faisaient super mal. Donc, j'ai pas été débile en mode ouais, je l'ai fait quand même parce que ceci, parce que cela. J'ai demandé à Chal, est-ce que je peux les adapter le temps de reposer ma blessure, et j'avais besoin à peu près de 3 semaines de récup, donc pendant 3 semaines j'ai fait autre chose, des trucs un petit peu moins durs qui sollicitaient moins ce muscle, etc. Mais je me suis pas dit oui tant pis pour ma blessure machin. Donc ça je pense qu'il faut faire attention à ça. Je fais une petite précision aussi pour les personnes menstruées, parce que je sais que quand on a ces règles, c'est beaucoup plus dur, et je pense que c'est des périodes aussi où il faut s'écouter. Enfin, moi, j'ai toujours fait mes séances, même si j'étais en SPM ou si j'avais mes règles, mais par contre, je m'autorisais à aller moins vite et à aller plus à mon rythme. Même si je voyais Flo qui speedait et qui finissait la séance, je me disais, tant pis, moi, j'ai le bide en vrac, donc je fais ce que je peux, et si je vais moins vite, c'est pas grave. Et d'ailleurs, c'est vrai que là, je rebondis sur ta blessure, même si t'as après skippé sur les règles. Enfin, nous, on a choisi de faire à la maison, et Chal ne venait pas tous les jours, hein. Il est venu une fois, il nous a fait un programme. Il avait aussi un peu jaugé notre niveau en nous demandant des exercices. Mais parce que j'ai 7 heures de muscu, elle a 30 ans de taekwondo, je recommanderais à personne de prendre un coach sans le voir et de faire des exercices qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire qu'on connaissait 100% des exercices qu'on faisait. C'est-à-dire, bon, là, il y a eu un faux mouvement, ça a fait une blessure. Ça arrive à tout le monde. Moi, je vous recommanderais pas de tester un programme en ligne sans avoir un coach si jamais vous savez pas ce que c'est, en fait. Si le moindre, genre, on vous dit squat, vous dites, je sais pas ce que c'est. Pour moi, un squatter, c'est un gars qui est dans un immeuble où il a pas le droit. Non, en fait, je vous recommanderais pas de faire ça. Enfin, allez à la salle, prenez un vrai coach, demandez-lui, mais ne faites pas des choses que vous maîtrisez pas, parce que le risque de blessure est toujours présent. Ensuite, par rapport aux écarts, moi j'ai fait plein d'écarts en vrai. Alors au niveau du sport, il y a pas mal de séances que j'ai. Alors j'ai surtout raté les séances du jeudi, parce que moi en plus de ces séances-là, j'avais 3 séances de taekwondo par semaine de 2 heures. Et en fait, de temps en temps, quand j'avais Chal le matin, taekwondo le soir, Chal le matin, taekwondo le soir, en fait, il y avait des jours où j'en pouvais plus. J'avoue que là, je me suis écoutée, mais
mais pas par flemme, mais plus vraiment par fatigue musculaire, où je me suis dit au bout d'un moment, ça sert à rien de faire trop. Si vraiment t'en peux plus et que tu sens que tu tiendras pas la séance du soir du taekwondo, c'est pas grave. Donc il y a eu pas mal de séances du jeudi que je vais zapper. Ouais. Sachant que le jeudi, surtout que c'était la séance qui tapait le plus sur les cuisses. Ouais. Et du coup, c'était celle la mieux à skipper. Déjà par rapport à ma blessure, un peu de temps, mais aussi pour la blessure, ça servait à rien de faire celle-ci pour accentuer ta blessure. C'est vrai. Maintenant, elle l'a fait. Vous inquiétez pas, il n'y a plus de taekwondo. Enfin, elle fait le jeudi, quoi. C'est vrai. Et après, au niveau des écarts food, moi, j'en ai fait aussi. En vrai, le week-end, alors, ça dépend ce qu'on appelle écart. Genre, s'éclater le bide avec des trucs débiles, non. Ça, on l'a pas fait, quoi. Mais après, on s'interdisait pas d'aller manger un burger, d'aller manger une pizza, d'aller se faire un brunch. La semaine, on mangeait à la maison, donc en fait, on pouvait maîtriser assez bien ce qu'on prenait comme repas. Mais après, le week-end, quand on sortait à Paris et tout, même que ce soit pas le week-end. Après, il s'avère qu'on sort que les week-ends à cause du travail et tout. Mais oui, quand on est la règle en gros, c'était si on est à la maison, on mange normalement. Et par contre, si on est dehors, vu qu'on maîtrise pas, on s'en fout, on se fait plaisir parce qu'on sait que ça s'équilibre avec tout le reste qu'on mange. De toute façon, c'est pas un repas qui va te faire perdre tout ce que tu as. Mais après, ça restait, par exemple, si on allait manger une pizza chez Marcus le midi, on n'allait pas enchaîner avec 3000 pâtisseries chez London Monkeys et le soir, notre truc hyper riche, hyper gras. Oui. On arrivait quand même à faire une bonne balance de ce qu'on mangeait. Je pense, oui. Sans se priver, sans se sentir frustré. Moi, j'ai jamais eu le sentiment de frustration. Moi non plus, franchement. Donc se faire plaisir, c'est cool. L'idée, c'est pas non plus de trash son corps avec tout et n'importe quoi. Oui, c'est ça. Parce qu'avant, faut savoir que quand on allait se faire un burger le midi, après on allait chez Don Len Monkey prendre 2 pâtisseries chacun. Après, on allait le soir, on se refaisait un truc. Ou à la maison, on disait viens, on fait des grosses pâtes. Ce qui est pas forcément. Alors, de temps en temps, c'est pas grave. Attention. C'est-à-dire que si ça t'arrive une fois parce que vraiment t'as envie, que c'est la journée, voilà. Mais bon, nous c'était tout le temps. Ouais. Et c'était peut-être un peu trop dans l'excès. C'est vrai que on essayait quand même de limiter, de se dire si on veut se faire plaisir, on le fait pour de vrai. Ça veut dire si on se disait on se fait un burger ou quoi, on fait un vrai burger, on fait pas genre un simili truc un peu nul si on veut le faire, on le fait quoi. C'est genre on le fait pour de vrai, pas parce que justement la sensation de frustration arrive quand tu veux le faire mais que finalement tu fais un simulacre un peu pété, tu vois. Ouais. Genre tu fais un burger dans de la laitue sans fromage avec un steak cuit à l'eau. Non, si tu veux faire un burger, fais un burger, tu vois. Voilà, ouais. Est-ce que vous avez eu des effets secondaires négatifs pendant ce challenge? Fatigue, cravings, envie de manger plus? On a un peu répondu sur la deuxième partie déjà. Ouais, on a un peu répondu. En fait, moi, fatiguée, je trouve que non. Non. Parce que au contraire, en fait, je trouve que faire du sport, ça donne plus d'énergie. En fait, on n'a pas eu de fatigue à cause de notre alimentation parce qu'en fait, il faut pas croire qu'on mange 3 haricots. Hein. C'est pas parce qu'on est en déficit calorique qu'on mange 3 haricots. Au contraire, justement, on pensait hyper bien nos repas pour que ce soit rassasiant, pour qu'on ait toute l'énergie nécessaire et pour qu'on n'ait pas faim et qu'on ait plein d'énergie, en fait. D'ailleurs, j'y pense, il me semble que tu as même fait une vidéo une semaine dans mon assiette sur tout ce qu'on mangeait. Exactement. Si les gens allaient la voir, ça serait pas mal. Exactement. Elle sera ici ou ici, je sais pas de quel côté le i. Et d'ailleurs, dans cette semaine dans mon assiette, il y a un repas où j'ai invité Anouk à la maison et elle a pas réussi à finir. Ça, c'est vrai. Son plat alors qu'elle avait exactement les mêmes quantités que moi, etc. Et qu'elle n'est pas en déficit. Et qu'elle n'est pas en déficit calorique. Non, on mangeait des bons repas. Je sais que déficit calorique, ça peut faire peur, mais en fait, on n'était pas du tout en train de s'affamer, loin de là. Et après, au niveau des cravings, moi justement, je trouve que je me suis assez rapidement déshabituée du sucre, parce que ça, pour le coup, c'est vraiment mon péché mignon, le sucre, genre les petits trucs de chocolat en fin de repas, etc. Et en fait, je trouve qu'en quelques jours, c'est quelque chose qui s'estompe considérablement. Je pense qu'il y a juste des moments où j'avais envie de manger plus, tu vois, de me resservir, mais c'était plus de la gourmandise que de la faim. C'est ça c'est vrai. Bon, moi, pour le coup, ça va. Enfin, je trouve que j'ai pas eu de cravings de particulier. J'ai toujours eu cette logique de, quand je suis chez moi, je mange à peu près normalement. Par contre, dehors, je me fais plaisir. Donc en fait, j'ai pas eu ce problème parce que je sais que finalement c'est un peu ce qu'on a gardé là. Ouais. Bon, alors j'avoue que dehors quand même je me faisais plaisir, mais je limitais quand même. C'est-à-dire qu'avant chez Burger Theory, je prenais 2 burgers plus des nuggets plus le side. Là, quand on est allé chez Burger Theory, j'ai juste pris un burger et les frites. Voilà. J'avoue, je me suis dit quand même, je fais pas tout ce sport pour revenir 2 mois après, tu vois. Mais c'est bien, ça nous a fait prendre de nouvelles bonnes habitudes en fait de faire ce programme finalement. Parce que j'abusais un peu. Parce que j'ai l'appétit pour, je veux dire, les 2 burgers plus les nuggets, je les tombe. Hein. Et moi, moi, j'ai jamais fait ça chez Theory, mais par contre, chez London Monkeys, je prenais pas juste une pâtisserie, j'en prenais 3 ou 4. C'est ça, c'était dans l'autre sens. Donc c'était, on était un petit peu trop dans l'excès. Ouais. Est-ce que c'est pas trop galère quand on est vegan d'avoir des bonnes sources de protéines? Bah non.
En fait, il faut juste regarder les étiquettes et savoir identifier quels sont les produits qui sont les plus riches en protéines. Et oublier les légumineuses déjà dès le début en fait. Au bout d'un moment, ce n'est pas une source de protéines. Enfin, c'est une source de protéines parce que tout l'est, mais ce n'est pas une source de protéines à part entière. Et surtout, c'est pas une source de protéines suffisante. Et c'est vrai qu'on a toujours cette image des légumineuses qui donnent les protéines aux véganes. Mais en fait, il faut pas oublier que les légumineuses, c'est aussi une énorme source de glucides. C'est que ça. Donc finalement, on va avoir beaucoup de glucides pour une petite quantité de protéines. Donc c'est très très bien de les utiliser en glucides, mais il faut compléter avec d'autres bonnes sources de protéines. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai découvert avec Flo, que j'ai découvert en faisant cette expérience, parce que moi, les macros, je faisais vraiment pas du tout attention, et là, je me rends compte vraiment de l'importance des protéines, et ça m'a permis d'identifier quelles étaient les meilleures sources de protéines. Donc je dirais qu'en premier, il y a les PST ou les PPT. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les protéines de soja texturées et les protéines de pois texturées, et c'est pas cher. Ensuite, il y a le sétan qui est un peu plus cher mais qu'on peut faire facilement maison. Il y a aussi la levure maltée à saupoudrer partout. Alors évidemment, on n'en met pas 1 kilo à chaque repas, mais juste une scoop, genre 10 grammes de levure maltée. 10-15 grammes par repas. C'est ça, ça booste vraiment les apports en protéines du repas. Et c'est bon. C'est super bon et c'est extrêmement intéressant. Le tempeh, le tofu, évidemment, qui sont un petit peu moins riches en protéines, mais quand même super intéressants. Et ensuite, au niveau des simili, on peut consommer des simili industriels. Et je me suis rendu compte que le mieux, c'était tout ce qui était aiguillettes de poulet. Les aiguillettes Eura, les aiguillettes Accro, enfin bref, il y en a plein des marques. Et en termes de protéines, c'est généralement les produits qui sont les plus riches en protéines, mais aussi les plus faibles en matière grasse et les plus faibles en glucides. Parce que si je me trompe pas, il me semble que les aiguillettes, de toute façon, c'est fait à partir de PST. Et alors peut-être que je me plante et corrigez-moi dans les coms, mais il me semble que c'est en fait ils font une espèce de PST, alors pas les mêmes que nous, et après ils les coupent en aiguillettes. Après nous on n'a pas trop mangé là de trucs industriels, on a fait surtout tofu à mort, mais le problème du tofu c'est que le problème c'est que comme c'est de l'apport protéique qui n'est pas non plus super élevé, c'est entre 10 et 15 grammes pour 100 grammes, tu dois en manger beaucoup. C'est-à-dire que pour arriver à 25 grammes, tu manges vite 250 grammes en fait, environ. D'où la quantité, alors que le sétan tu peux en manger moins, les PST aussi. Mais c'est pas difficile de trouver des apports pour la question de base qui est-ce que c'est difficile? Non. Et après, moi, j'ai aussi découvert les protéines végétales en poudre. Je connaissais pas du tout. Et j'ai pris l'habitude de me faire des shakers. Et ça, c'est pareil. Ça permet ça permet de booster ses apports en protéines dans la journée. En fait, c'est les produits les plus protéinés qu'on peut trouver sur le marché finalement. Puisque la quantité de protéines dans un tout petit peu de poudre, c'est hallucinant quoi. En tout cas, je trouve que c'était intéressant aussi de faire cette série de vidéos pour montrer qu'en fait pour avoir des apports en protéines qui sont élevés, même en étant vegan, il n'y a pas de problème en fait. Pas besoin de manger de la viande et des produits animaux pour avoir un bon taux de protéines dans son alimentation. Même en étant vegan, c'est possible. La façon de cuisiner a-t-elle réellement changé? Est-ce que vous avez découvert de nouvelles choses? C'est moi qui dois répondre ça, je pense, non? Ouais, après je peux répondre aussi. T'as cuisiné combien de fois sur ces 8 mois? Sur ces 8 semaines? Moi, cuisiner. Non, mais en gros, déjà, il y a 2 trucs qui ont changé. Vas-y. Le premier truc, c'est que on a arrêté d'utiliser de l'huile pour la cuisson. À foison, ça c'est vrai. Ou de l'huile pour les sauces, parce qu'avant, on était là avec la bouteille d'huile d'olive. Je suis italien, donc j'en mets beaucoup. Voilà. Et pareil pour les sauces salades, on a remplacé l'huile, on se faisait pas mal de sauces à base de yaourt de soja nature, qui était super bon d'ailleurs. En vrai, on a tendance à mettre de l'huile ou du beurre, ou de la margarine, qu'importe, partout dans les assiettes, dans les casseroles, en vrai, si on sait utiliser ses poêles, déjà, il n'y a pas besoin, simplement. Il faut juste apprendre à les utiliser en suivant le mode d'emploi, et toutes les poêles de nos jours sont quasiment tout entières des huiles. Donc il n'y a vraiment pas besoin. Donc l'huile, je pense qu'on l'a pas utilisée du tout pendant au moins, je pense pendant les 2 mois, j'ai dû utiliser 2 grammes d'huile. On a réduit quand même, je pense, la quantité de simili qu'on achetait, non? Oui. Déjà, on n'en achetait pas à outrance de base. On n'est pas non plus ultra consommateur de simili carnés. Mais on aime bien de temps en temps. Et là, je pense qu'on on a quand même réduit nos achats par rapport à ça. Même si on continue à acheter un petit peu des aiguillettes, notamment les aiguillettes Accro ou les aiguillettes Eura. Après, c'est pas un changement drastique parce qu'en fait, on n'en mange pas plus et moins que. C'est juste surtout quand on est en Allemagne qu'on en a acheté beaucoup moins et on fait plus attention à ce qu'on achète, mais à part ça. C'est ça. Et ensuite, c'était aussi un meilleur choix, comme je vous disais au début, au niveau des glucides. Puisque avant, on mangeait quand même beaucoup de pâtes, beaucoup de riz blanc. Et puis tout ça, en fait, on l'a switché vers les légumineuses,
le quinoa, les pâtes un petit peu alternatives, genre pâtes de lentilles corail, pâtes de petits pois, ce genre de choses. Et on a, on va dire, supprimé les wraps de farine blanche et le pain blanc. Oui, mais après le riz on l'a pas supprimé, on l'a pas switché. Le riz on en mangeait. Oui, c'est vrai, le riz on l'a gardé. C'est les pâtes qu'on a enlevé parce que les pâtes c'est de la farine blanche. Même les bonnes pâtes quand tu achètes, il y a quand même des protéines dans les pâtes, environ 13 grammes ou 100 grammes hein, d'ailleurs. Mais ça oui, pas mal. Comme c'est que de la farine blanche, on a malheureusement pas eu le droit. Ouais. Oh, il a dit pas le droit, il va faire des TCA. Moi, ce qui a changé pour moi aussi, mais toi tu le faisais déjà, c'est que j'ai introduit les shakes de protéines. Ouais. Genre après mes séances de sport, le matin, je me fais mon petit shake. Ou en goûter. Ou au goûter, mais plutôt le matin en général. Ouais, pour moi c'est pas une découverte. Non, mais en vraie découverte, je réfléchis, s'il y a des trucs que vraiment c'est waouh. Mais en vrai, j'ai pas. Bon, en fait, c'est juste qu'on consomme ce qu'on mangeait d'hab. Mais mieux réfléchi. Ouais, un peu mieux fait. Et non, il y a pas eu de. Moi, il y a pas de découverte pour moi. Il n'y a pas eu des changements de ouf en vrai. Non. Ensuite, c'est quoi? Quels ont été tes plats ou aliments préférés pendant ce challenge? Moi? Non plus, je sais pas. Bon, en fait, on mangeait des trucs normaux, donc. Si à un moment j'ai fait une moussaka, en fait on faisait quand même des plats un peu, mais en fait on fait ce qu'on mange de l'habitude, du coup on n'a pas fait des trucs exceptionnels, j'ai pas l'impression en tout cas. Ouais. En fait c'est les mêmes trucs que d'habitude qu'on aime, les trucs qu'on aime d'habitude on les aime bien. Pour moi tout ce qui est avec des aubergines, des courgettes et tout ça. J'ai fait une moussaka à un moment. Les trucs un peu en mode ratatouille, j'adore ça. J'ai fait une moussaka protéinée, mais ouais, non on n'a pas eu de plats je pense qui sont sortis de l'ordinaire, c'est-à-dire qu'on fait les mêmes plats que d'hab sauf qu'on les a fait en version un peu plus protéinée, un peu moins glucidique et un peu moins grasse. Dans l'idée c'est ça. Bon, après moi ce que je kiffe trop c'est les protéines Ferrero de chez Prozis. Ah oui mais c'est pas un plat. Non c'est pas un plat mais c'est mon petit shake chocolat goût Nutella là limite. Et j'avoue ça je suis trop fan. D'ailleurs j'ai un code promo si vous voulez, je vous le mets dans la barre d'infos. Quel a été l'impact de ce programme sur votre budget alimentaire entre les quantités et les protéines en poudre? J'ai l'impression que ça demande une augmentation de budget. Ah ça je peux répondre si tu veux. Vas-y. Moi j'aime bien les chiffres. Alors je pense qu'il a baissé parce qu'on peut croire qu'effectivement vu qu'un paquet de poudre coûte en grosse moyenne entre 25 et 35 euros en fonction, il y a des marques plus chères, il y a moins cher, je pense que j'en ai pas trouvé en vegan. Ça peut paraître beaucoup, mais en fait, il faut savoir qu'un paquet, ça dure un mois. En fait, c'est 30 doses normalement dans un paquet, si vous prenez des paquets de taille normale. 30 doses, du coup, c'est une par jour, c'est un mois. Bon, nous, on est deux, donc ça fait 2 semaines. Ça veut dire qu'on compte un paquet par mois, donc 60 euros, disons. 60 euros pour tout le mois. Pour deux, c'est pas si cher en fait. Enfin, pour un shaker par jour. Et en plus de ça, toutes les PST, ça coûte rien. Le tofu, on a été le prendre en magasin asiatique. C'est grosso modo 2,50 € les 500 grammes et encore même pas. Enfin, ça dépend les marques. Mais on va prendre la fourchette haute pour on va pas aller chercher le plus bas pour montrer que on est environ 2,50 € les 500 grammes. On n'a pas mangé de 7 ans et on en a pas fait, donc parce que ça le 7 ans c'est assez cher. Mais en vrai, je suis sûr à 100% que notre budget a baissé. Mais surtout qu'en fait, quand on regarde les protéines en poudre, même si le paquet est cher, finalement, si on compare avec la quantité de protéines pour 100 grammes, c'est le produit le moins cher. C'est ça. Moins cher au gramme de protéines, oui, ça c'est vrai. Après, c'est vrai que 30 € ça reste cher, mais déjà vous n'êtes pas obligé de prendre un chèque. Enfin, nous on en prenait au moins un par jour, c'est vrai que des fois on en prenait plus, j'avoue. Si tu respectes le truc et que t'en fais, il y en a qui prennent des shakers juste les jours où ils font du sport, par exemple. Donc si tu fais du sport 3 fois par semaine, par exemple, ce qui est à peu près, je pense, la moyenne des gens, c'est environ 3 fois par semaine. Ça te fait 3 chèques par semaine, donc 30, ça te fait 10 semaines, donc quasiment 2 mois à 30 €. J'estime que c'est pas cher. C'est 15 € par mois, c'est pas non plus. Mis à part les protéines en poudre, même si ça c'est pas non plus cher par rapport à la quantité de protéines que tu as à l'intérieur, on prenait que des sources de protéines végétales qui sont vraiment pas chères. Et finalement, les trucs chers, c'est qu'on se faisait plaisir de temps en temps, qu'on se prenait des aiguillettes Eura ou des aiguillettes Accro, mais c'est pas des trucs de tous les jours. Donc globalement, on les prenait en promo. Et puis globalement, en fait, dans ce qu'on mange d'habitude, il n'y a pas grand chose qui a changé puisque nous on mange toujours beaucoup de fruits et de légumes. On achète en vrac. On achète en vrac, enfin voilà. Donc finalement, il n'y a pas énormément de choses qui ont changé. Le budget légumes a dû augmenter, le budget fruits a dû augmenter parce que du coup on mangeait plus de fruits. Mais vu que les fruits c'est moins cher que les trucs industriels, c'est pareil, on va les acheter au marché. Les fruits c'est moins cher que quand on s'achète des conneries, des gâteaux, des choses comme ça. Surtout qu'en vegan, malheureusement, ça coûte beaucoup plus cher les conneries vegan que les fruits. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais donc, je pense qu'on a économisé un peu. Alors après, j'ai pas mis tous les tickets de caisse à la suite, mais je suis sûr quand même qu'on a économisé. Quels étaient les plus gros challenges et à l'inverse que tu appréhendais, mais en fait ça allait? Alors si on prend le premier mois, parce que le programme, oui, tu l'avais expliqué qu'au bout d'un mois il a été mis à jour. Oui. Ok. Je sais plus si je l'avais expliqué. Non, je crois pas. Alors petit préambule, du coup on a fait un mois d'une version du programme et au bout d'un mois, Chal nous l'a update en version un peu plus dure parce que justement, comme je vous l'ai dit, on les faisait de plus en plus vite, c'est qu'on s'habitue aux exercices. Donc Chal, au bout d'un mois, il a un peu intensifié, donc il y a des petites modifications.
Ce qui fait qu'on n'avait plus les jumping jacks au bout du mois d'après. Donc ça, j'avoue, ce que j'ai trouvé le plus dur, parce que j'ai un problème de coordination. Je ne sais pas faire ces exercices où il faut faire bouger ses pieds, ses mains et tout en même temps. Là, moi, c'est un truc que j'arrive pas. Autant vous dire qu'un jour, si vous me voyez danser, je pense que ça va être rigolo. Tous ces exercices de CrossFit de base, j'appréhendais parce que je sais que je déteste ça. Je déteste en fait le cardio. Je déteste tous ces trucs intensifs. Et c'est pour ça que je vais à la salle d'ailleurs, parce que c'est très intensif en termes de volume et de poids, mais c'est pas intensif en termes de cœur. Enfin, je sais pas si je vois ce que je veux dire, tu vois, mais le cardio, moi, j'ai un truc que j'aime pas, je déteste ça. Et donc ça, j'appréhendais, mais finalement, bon, en fait, on s'habitue, ton corps, il s'habitue finalement assez vite à tout. Donc, Alors moi, pour moi, le plus dur, c'était de me lever tôt pour faire la séance de châle, parce que comme on vous l'a dit... Rappelons que tôt, c'est 8 heures. Hein. Ouais, on commençait à peu près vers 8 heures, les séances. Mais le truc, c'est que moi, le soir, j'avais encore taekwondo. Et là, en fait, les séances, en général, je rentrais chez moi vers 22h, voire un peu plus. Et en fait, le fait d'avoir une séance tôt le matin et une séance tard le soir et de devoir recommencer le lendemain matin tôt, ça, je vous avoue que c'était dur pour moi. Mais après, quand même, c'est vrai que c'est un changement qu'on a un peu plus appliqué, c'est qu'on va se coucher vraiment beaucoup plus tôt. Alors moi, j'ai toujours pris l'habitude d'aller au lit à 22h, même si après, ça se peut que je suis un peu sur mon téléphone et tout, mais en tout cas, j'essaye d'aller au lit à 22h. Et avant, là, on le faisait un peu moins, des fois on allait vers minuit et tout, et quand même là, on a quand même été plus à se dire, en fait, à 22h ou 22h, 22h30, on va au lit, et puis on se met un podcast, et puis... Mais sauf qu'en fait, ça, quand j'avais mes séances de taekwondo, moi, je pouvais pas le faire. Ouais. Parce que je rentrais vers 22h, 22h15 chez moi, fallait que je me douche, que je me prépare à manger, tout ça, quoi. Et donc, c'était impossible pour moi d'aller me coucher à 22h. Quand tu venais à la maison, c'est moi qui t'avais préparé déjà à manger. Ouais, et quand je venais chez toi, je rentrais encore plus tard. Enfin, c'est vrai. Et du coup, ça, c'était vraiment ce qui était le plus dur pour moi. Et d'ailleurs, je vois la différence parce que là, c'est l'été, les gymnases sont fermés, je n'ai plus mes entraînements de taekwondo, mais je continue les séances de châle. Et en fait, je vois que c'est beaucoup plus facile pour moi parce que je peux me coucher tôt le soir et ça me dérange pas de me lever tôt le matin du coup. C'est vrai. J'ai une bonne nuit de sommeil et j'ai pas ces écarts d'horaire. Si tu pouvais rester au lit, tu serais contente. Après, j'aimerais bien rester au lit, oui, évidemment. D'ailleurs, le week-end, j'en profite. Ouais. Mais après, en semaine, voilà, ouais. Ça va mieux en fait quand j'ai pas ces entraînements le soir. Autre truc que j'ai trouvé, c'est pas que c'était dur, mais que c'était hyper relou, c'est compter les calories. Ça, moi, j'avoue, c'est un truc que j'avais pas l'habitude. C'est la première fois que je le faisais dans ma vie. J'ai trouvé ça extrêmement contraignant. Mais après, ceci dit, je suis contente de l'avoir fait parce que ça m'a permis de me rendre compte de plein de choses. Notamment, je me suis rendu compte que je ne mangeais pas du tout assez de protéines et je mangeais trop de glucides. Et ça, quand on compte, en fait, on le voit tout de suite. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure parce que les gens qui disent par exemple, moi, je prends des légumineuses, je mange des pois chiches. Parce qu'ils regardent que le volume de protéines en le comparant d'ailleurs à d'autres choses. C'est-à-dire qu'effectivement, je crois que c'est 5,5 dans les pois chiches. C'est bien, mais en fait, faut pas oublier les autres et se dire qu'il y a 62 grammes de glucides dans les pois chiches. Tu peux pas en fait manger tes 20 grammes sauf si c'est compliqué. Donc ça, c'est vrai que c'est des choses que j'ai remarqué que t'as aussi t'as un peu appris. Et aussi le fait de compter les calories, ça m'a permis en fait de mieux comprendre les macros et de me rendre compte que dans les restos, les plats ne sont jamais équilibrés et quasi 100% du temps, les plats manquent de protéines et ce, même dans les restaurants véganes. Honnêtement. D'ailleurs, même plus souvent dans les restaurants véganes. Même plus souvent dans les restaurants véganes. Et en fait, il y a une grosse erreur que je réalise aujourd'hui, c'est que dans les restos véganes et même les autres où il y a des options, pour les plats véganes, en fait, on met le plat normal et on enlève juste les produits animaux. Et en fait, des pois chiches. Et en fait, on remplace pas par une vraie source de protéines végétales, puisque je pense que les protéines végétales sont encore pas suffisamment bien connues. Mais même dans les restos véganes, c'est ça que ça me choque, je vous avoue, parce que c'est vrai que c'est rarement équilibré. Depuis que je fais ce programme, j'ai moins envie d'aller au resto, parce que je me dis, c'est plus équilibré chez moi, c'est mieux réfléchi chez moi, et en fait ça me saoule de faire des repas où il n'y a pas de prot, quoi. C'est ça. Ensuite, ça m'a aussi permis de me rendre compte, mais ça c'est parce que je retourne les produits pour regarder les macros, qu'il y avait des différences entre les simili-carnés. Et par exemple, je sais pas, peut-être qu'on a l'impression que le mieux c'est les steaks, alors que non, en fait, le mieux c'est les aiguillettes végétales. Les steaks c'est toujours un petit peu plus gras, il y a toujours un petit peu plus de glucides, alors que dans les aiguillettes, le taux de protéines est hyper intéressant par rapport à la quantité de glucides et de lipides. Donc ça c'est hyper cool et c'est le fait de compter les calories et de regarder les macros qui m'a permis de me rendre compte de ça. Ça m'a aidé aussi si je veux continuer à avoir un bon ratio dans mon alimentation protéines, glucides, lipides. Ça m'a permis d'avoir l'œil
pour me rendre compte en fait est-ce que mon assiette elle est équilibrée ou pas. Donc ça c'est cool parce que finalement j'ai appris des choses. Et ensuite dernier truc dans ce que j'appréhendais surtout c'était le déficit calorique. C'était un truc qui me faisait trop peur parce que moi j'avais pas envie d'avoir faim en fait, de me dire je m'affame et tout. Et finalement j'ai été agréablement surprise puisque malgré ce déficit calorique j'ai mangé à ma faim. Finalement, les protéines, ça cale. Et le fait de bien optimiser ses repas, ça permet d'avoir toute l'énergie nécessaire pour sa journée, ça permet de ne pas avoir faim, d'être calé, etc. Donc finalement, j'appréhendais et ça s'est bien passé. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui a envie de faire la même chose ? Alors déjà, petit aparté, ce qu'on a montré dans les vidéos, ce qu'on fait en termes de sport et ce qu'on mange, c'est quelque chose qui nous correspond à nous et qui peut ne pas correspondre à tout le monde. Même notre programme sportif, il faut pas oublier qu'il a été fait par Chal, qui est un professionnel, et qu'il s'est basé sur déjà ce qu'on faisait nous deux comme sport, sur nos capacités physiques, sur nos habitudes. Donc c'est quelque chose qui nous convient à nous, mais qui peut ne pas convenir à tout le monde. Faites-vous accompagner par des professionnels, surtout au niveau du sport, parce que comme tu disais Flo, c'est facile de se blesser quand on n'est pas habitué à faire certains mouvements. Parce que dites-vous que si ça a l'air facile quand vous regardez une vidéo YouTube de quelqu'un qui fait l'exercice, c'est en fait cette personne, c'est facile parce qu'elle a 10, 15, 20 ans d'expérience dedans. C'est pas facile à reproduire tout d'un coup. Et du coup, moi je conseille juste aux gens d'aller voir des gens pros en fait. Allez à la salle, vous vous inscrivez, vous demandez s'il y a des coachs. Alors il y a des coachs nuls, il y a des coachs bien, voilà, c'est un peu comme tout le monde. Allez voir des diététiciens si vous avez aucune connaissance en diététique et voilà, mais faites pas n'importe quoi de ce que vous lisez sur le moindre blog et même faites pas ce qu'on vous dit non plus parce qu'on n'est pas des pros. Bah oui. Et puis surtout, ce qu'on fait, ça peut être trop pour certaines personnes. C'est ça. Ou ça pas peut assez. être pas assez pour d'autres. C'était ce qui nous correspondait à nous. Et après, en vrai, sur le plan alimentaire, moi, j'aurais bien aimé qu'on se fasse suivre par un professionnel. C'est vrai qu'on a fait un petit peu à notre idée parce que toi, tu connaissais déjà pas mal les macros, les trucs comme ça. Avec la muscu, tu t'étais vachement éduqué sur le sujet. Bah oui. Moi, je connaissais pas trop en vrai. Mais j'aurais bien aimé avoir quand même un suivi et l'avis d'un professionnel sur ce qu'on a fait. Parce que je pense que dans ce qu'on a fait, il y a sûrement des trucs qui étaient pas méga optimisés, tu vois. Oui, après, c'est toujours, on va pas atteindre la perfection. Après, un professionnel, c'est un avis. Si on avait été voir 2 diététiciens, par exemple, ça se peut qu'ils nous donnent 2 avis différents, tu vois, aussi. C'est ça c'est qu'il faut se faire accompagner par quelqu'un qui aussi, comprend déjà votre projet et puis, faut pas hésiter non plus à remettre en question non plus, parce que voilà. Ouais. En tout cas, on partage notre expérience, mais on n'a pas de méthode à vous donner à suivre. C'est ça. Moi, si j'ai fait ces vidéos, c'est juste pour vous montrer que même si on est vegan, en fait, on peut réussir à faire tout ce qu'on veut. Exactement. Est-ce que vous avez pris des compléments alimentaires spécifiques pour vous aider à atteindre vos objectifs ? En fait, nos compléments, ils n'ont pas changé de d'habitude. Donc, il y a la B12 qu'on prend tout le temps à l'année. Moi, je prends aussi du fer parce que j'ai des petites carences. En fait, depuis que j'ai eu un stérilet au cuivre, je sais pas, ça m'a bousillé mon taux de fer, même depuis que je l'ai enlevé. Donc, je me supplémente régulièrement par cure. Et ensuite, des oméga 3. Ouais. Moi, pareil, j'ai la B12. Après, moi, je prends un peu plus de trucs pour la muscu, mais la B12 aussi. Les oméga 3 tous les jours aussi. Moi, en plus, je prends d'autres choses. En plus, je prends des ZMA, je prends de la spiruline aussi. J'aime bien. Enfin, j'ai des capsules spiruline et chlorelle. Je crois que c'est ça. C'est quoi l'autre truc ? Je sais pas. Ouais, c'est un milliard de trucs, je sais jamais. C'est chlorelle et spiruline mélangées. Je les prends en cachet parce que c'est pas bon. Pour répondre à la question, on n'a rien pris spécifiquement pour ces 2 mois. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a des outils, accessoires ou autres qui t'ont particulièrement aidé ? Premier truc, mon application Lose It. Donc ça, je l'utilisais pour compter les calories. Super pratique. Et j'ai fait aussi mon suivi de ma courbe de poids avec. Ensuite, deuxième truc, une balance de cuisine. Forcément, il en faut une pour pouvoir peser les aliments. Tout. Meilleur achat que t'as pu faire pendant ces 8 semaines, mon petit cœur, le Nutribullet. Ça, c'est vrai. Parce que vous avez vu dans les précédentes vidéos, je suis relou quand même au niveau des shakes. Et du coup, depuis qu'on a le Nutribullet, j'ai des textures trop bien pour les shakes. Et je me régale. Comme ça, elle me fait plus chier avec sa poudre. Donc le Nutribullet, c'est ni plus ni moins qu'un shaker, vous savez, par le bas. Enfin, on visse l'hélice et on appuie et voilà. Ouais, c'est un petit blender trop bien. Je crois que c'est il me semble que c'est un connu qui est un des meilleurs, donc voilà. J'avais acheté celui-ci en promo. Donc. Meilleur achat, franchement, je suis trop contente. On s'en sert, mais tous les jours. Oui, ça c'est vrai. Et ensuite, alors je sais pas si c'est un outil ou quoi, mais Picard pour les légumes et les fruits surgelés. Ah oui. Picard, c'est la vie. C'est ça, vous pouvez nous sponsor Picard d'ailleurs si vous voyez cette vidéo. Hein, parce que ce serait tellement cool en vrai. on dépense beaucoup d'argent là-bas.
Voilà, t'as des trucs à rajouter? Bah moi c'est pas Luzi, c'est MyFitnessPal, parce que moi je l'étais depuis tellement longtemps que j'ai les options que toi t'avais. Je savais même pas que c'était des options qui étaient pas assez payantes. Ouais. La balance de cuisine effectivement, la balance tout court aussi. J'aime bien avoir une courbe de masse globale tous les jours pour observer vraiment l'effet de ce que t'as mangé en direct. Et même s'il n'y a pas que ce que t'as mangé, il y a aussi ce que t'as bu, etc. Il y a un peu la rétention d'eau, machin. Donc ça sert à rien de se peser tous les jours. Mais j'avoue, moi j'aimais bien. J'aimais bien avoir ma courbe parfaite pour suivre. Ça sert à rien, je vous le dis tout de suite. Voilà, j'ai pas besoin d'un commentaire qui me le dit, je le sais. Mais c'est juste par principe. Alors, on va passer aux résultats, les amis. Ah, déjà. Donc, quels sont les résultats que vous avez obtenus? Est-ce que vous êtes content de ces résultats? Avant de dire les résultats obtenus, est-ce qu'on dirait pas les résultats qu'on voulait atteindre? Je sais pas, moi en vrai, j'ai pris 10 kilos. Donc l'idée c'était que je perde 10, mais je savais que j'allais pas perdre 10 kilos en 8 semaines. Et surtout que le poids ça veut rien dire, parce qu'en vrai je préfère peser plus lourd et me muscler et voir dans le miroir en fait que ce que je vois ça me plaît. Et que je suis bien dans mes fringues et tout. Plutôt que de me dire je perds le plus possible. Donc même si j'ai pas perdu les 10 kilos que j'avais pris, je suis pas arrivée à la shape que j'avais avant le confinement. Ça c'est sûr et certain, mais bon après en 8 semaines on peut pas non plus espérer des miracles. Mais franchement je suis contente parce que je suis revenue à un poids et à un physique où vraiment je me sens bien, je suis bien dans mes fringues. Franchement, je suis contente. Oh merci mon love. Toi aussi t'es trop beau. Donc globalement moi je suis contente des résultats de ces 8 semaines. Et moi du coup je faisais tout au début 75,5 je crois si je me souviens bien. Sachant que j'ai jamais fait ça de ma vie, en général je tourne à 67, 68 à peu près. Et mon but c'est de retourner à peu près à ça. Donc c'est pour ça que moi j'étais en mode drastique. Donc ça fait pas exactement 10 kilos, 65 ça aurait peut-être été un peu trop j'avoue. On peut dire à combien on est retombé là? Ouais, vas-y. Ah ouais. Du coup, j'ai fini, je crois, à 68,6, quelque chose comme ça, le dernier jour. Donc ça allait. Enfin, physiquement, j'aimais bien. Alors j'aurais pas dit non à un peu plus. Mais finalement, de toute façon, je sais qu'en reprenant la salle et en gardant une alimentation saine, même si forcément on mange plus et moins protéiné, on refait un équilibre un peu plus adouci, on va dire, de nos assiettes. Je sais que je peux maintenir ce poids et justement en faisant du gain musculaire finalement perdre le reste de gras, mais au fil de l'eau quoi, et gagner le muscle à la place. Donc c'est pas très grave. Donc moi je suis plutôt content aussi. D'autant que comme je l'ai dit à la question juste avant, il y a des pantalons que je devais rentrer le ventre, ou même une chemise que j'avais mise à un mariage, sans que c'est le seul jour où je mets des chemises, donc c'est pour ça que vous me voyez toujours en t-shirt. Que effectivement j'avais un peu de mal même à fermer au niveau des pecs ou des trucs comme ça. Maintenant je la ferme bien, je me dis enfin. Donc ouais, non, moi je suis content. Tu me donneras ta courbe de poids que je la mette à l'écran. Ouais. Alors moi, donc j'ai tout noté. Donc le 15 mai 2023, je pesais 62,3 kilos. J'avais jamais atteint ce poids de toute ma vie. Vraiment, ça m'a fait un petit choc quand je suis montée sur la balance parce que pour moi, j'avais une limite psychologique de 58 kilos. Et genre dépasser déjà 58 kilos, c'était beaucoup pour moi. Alors là, de me dire que j'étais à 62,3, c'était énorme. À la fin des 8 semaines, donc c'était le 10 juillet 2023, j'étais à 57,8 kilos et je suis toujours à ce poids-là d'ailleurs. Donc j'ai réussi à stabiliser finalement, même si là on a repris une alimentation normale, sans reprendre tous les excès et tout dont on a et nos mauvaises habitudes d'avant. On est quand même sortis, on a mangé quand même un brunch, on a mangé à la Défense là, les glaces, les glaces, le truc marocain. Oui, on a été chez Marqueux, on a quand même là ces 2 dernières semaines fait beaucoup de restos. Ouais. D'affilée. On a fait des pizzas maison 2 semaines d'affilée. Ouais. Donc on fait plus attention vraiment comme quand on était pendant les 8 semaines de cette expérience. Mais globalement, tous les jours, on fait quand même attention. Moi, je me fais ma petite séance de sport tous les matins parce que là, les gymnases sont fermés, j'ai plus taekwondo. Je veux pas rester tout l'été sans sport, en fait. Je veux quand même me faire des trucs tous les jours. Donc, j'ai quand même mes petites séances. On continue à faire nos 10 000 pas par jour. Ouais. Et voilà, j'ai réussi à stabiliser ce poids-là, donc c'est cool. Au niveau des mensurations, vu que j'avais tout mesuré, donc vous allez voir tout de suite afficher à votre écran la photo avant. Et je vous cache ma tête parce que je fais une tête absolument dégueulasse. Et ça, c'est la photo après. Tour de biceps. Je suis passée de 28,5 cm à 26 cm. T'as perdu des bras, quoi. J'ai perdu des bras. Mais ce qui est marrant, c'est qu'elle a perdu des bras, mais en vrai, si elle contracte, vous allez voir quand même qu'elle a pris en fait des bras. Maintenant, elle a un petit bibi, regardez. Enfin, elle a perdu juste du tour de gras en fait, parce que finalement, maintenant, son bras est vraiment beaucoup plus ferme. C'est ça. Ensuite, tour de cuisse. Je suis passée de 70 cm à 59 cm. Alors que tu aurais aimé être à 40. J'avoue que les cuisses, c'est vraiment là où j'ai le plus de mal à perdre. Ouais. C'est vraiment compliqué. Tour de hanche, je suis passée de 107 cm à 93 cm.
Au niveau du tour de taille, alors j'ai pris tour de taille en haut, genre au niveau où on a le creux. Donc je suis passée de 67 à 65, mais là j'étais déjà pas hyper épaisse de là en vrai. Et le tour de taille bas, C'est là où il y a l'os. là où il y a l'os, je suis passée de 82 à 76. Donc voilà, donc franchement globalement je suis quand même assez contente de ces résultats puisque je vois quand même que je me suis affinée, mais je me suis aussi un petit peu musclée, ou alors juste j'ai perdu du gras et mes muscles se voient plus, je sais pas. Mais en tout cas, le fait de, voilà, j'ai retrouvé mes abdos. Alors ça, pour moi, c'est pas très compliqué parce que je stocke pas spécialement au niveau du ventre. Je stocke surtout au niveau des cuisses et des fesses. Donc ça, voilà. Mais bon, j'avoue, ça fait plaisir de revoir les abdos. Et après, bon, j'avoue, je me trouve encore un petit peu trop épaisse au niveau des cuisses. J'aimerais bien perdre un petit peu plus. Mais bon, on verra. Faut squatter, hein. Faire des squats, ouais. Que vas-tu garder dans ta routine sur le long terme? Est-ce que vous allez continuer ce type de sport? Et toi, en parallèle, le taekwondo, plus les 10 000 pas. Alors du coup, comme je disais, cet été, comme il n'y a pas les gymnases, etc., je vais continuer la routine de châle. Parce qu'en fait, moi j'aime bien, ça me dérange pas d'avoir ces trucs de crossfit tous les matins, je me suis habituée, donc voilà. Ça me permet d'avoir mon activité physique de l'été. Les 10 000 pas, on va continuer. À Paris, c'est assez facile en fait de faire 10 000 pas par jour parce que pour se rendre d'un point A à un point B, il suffit de pas prendre le métro, pas prendre le bus. C'est ça. Donc en vrai, nous on marche beaucoup, on prend très rarement les transports. C'est ça. Quand on est dans Paris intramuros, oui. Après, sinon, il suffit juste de marcher si tu prends le tram, le bus ou même le métro en vrai. Si t'as vraiment envie de le prendre, tu marches à l'arrêt d'après et tu descends à l'arrêt d'avant si t'as le temps. Après, c'est une question un peu de temps, mais c'est jamais très long en vrai de marcher d'un métro. Par contre, ça te fait toujours des pas. Ouais. Puis après, on a gardé notre petite routine dont je vous avais parlé dans une vidéo, c'est qu'on va marcher et en même temps on discute et on aime bien. C'est ça. Moi, je fais plus châle, mais je suis retourné à la salle. Donc là, pour l'été, je fais 3 fois par semaine, le temps de me remettre à une selle. Et à la rentrée, je reprendrai. Normalement, soit je continuerai 3, soit je ferai 5 comme avant. À voir. Et moi, du coup, à la rentrée, je reprends le taekwondo comme tous les ans, donc ce sera encore 3 fois par semaine. Et en vrai, j'aimerais bien rajouter de la salle, mais c'est juste que comme je paye déjà mon abonnement au taekwondo, ça me fait cher de payer la salle en plus. Donc je sais pas, je vais sûrement recontacter Chal et voir. En fait, j'aimerais bien me muscler un peu plus, donc on verra. Je verrai ça à la rentrée, je vous tiendrai au courant. Ça, t'as pas le choix d'aller à la salle malheureusement. Ouais. Sens-tu une vraie différence physiquement et mentalement? Une vraie différence par rapport à quoi? Par rapport à avant. Mais t'étais déjà sportive. En fait, l'idée c'était juste de cut les excès et de booster un petit peu le sport pour pouvoir perdre ce qu'on avait pris. Physiquement, je sens que j'ai quand même plus de vitalité. Comme Flo il disait, j'ai moins de mal à me lever le matin et tout. En vrai, avec les kilos en plus, même si j'étais sportive, je sentais que je m'empâtais un peu, tu vois. Et j'ai vu, en perdant du poids, que les entraînements étaient plus faciles pour moi, aussi bien au taekwondo que les séances de châle. Donc ça, en vrai, ça fait plaisir au moral. Ouais. Franchement, moi, je me remercie qu'on ait pris cette décision. Pour moi, en fait, tout ce qu'on a fait, c'est vraiment positif. Et surtout, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que on n'a plus 20 ans. Mine de rien, je pense que c'est important, surtout quand on commence à vieillir un peu. Bon, alors on n'est pas hyper vieux. Moi, je vais avoir 34 ans cet été. Mais je pense que c'est important de prendre soin de sa condition physique, de faire une activité physique régulière, de prendre soin de son hygiène de vie pour bien vieillir aussi. Enfin, perdre du poids, c'est une chose, mais il y a aussi tout le reste qui va autour, quoi. Comme on dit, à 20 ans, on a le corps dont on hérite, à 30 ans, on a celui qu'on mérite. Moi, j'ai pas envie de me retrouver raplapla dans une chaise à 50 ans, plus pouvoir bouger. J'ai envie de me dire, je peux à minima marcher, soulever mes cartons tout seul sans me dire, oh mon dos. Faire du sport, ça veut pas dire qu'on n'aime pas son corps. Au contraire, faire du sport, ça veut dire qu'on aime son corps et que on le chouchoute et on l'entretient. Et il faut pas oublier que notre corps, on l'a pour toute notre vie. Et moi, j'ai envie d'entretenir le mien pour qu'il m'amène le plus loin possible. Et j'espère qu'un jour, je serai une petite mamie en pleine forme. C'est ça, au moins qui sait marcher. Et moi, c'est pareil. Et rappelez-vous que tout ça, vous pouvez le faire en étant vegan, ça ne change absolument rien. Exactement. Et sans aller à la salle non plus, juste avec le matériel que vous avez chez vous aussi. Voilà les amis pour cette vidéo. Je pense que ça touche à sa fin. J'ai répondu à toutes les questions, je pense, qu'on m'a posées. Si vous en avez d'autres, je vous invite à les laisser dans les commentaires. Et puis j'y répondrai soit dans les commentaires, soit dans une prochaine vidéo. On verra. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à lâcher des pouces. Vous savez que c'est hyper important pour moi. C'est gratuit en plus. Pour que je puisse continuer à faire des vidéos. Comme d'hab, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et mettez un petit commentaire, un emoji avec des doubles bras. Regardez, on les a pas montrés quand même, mais ils existent. Mais les tiens, mon love. Donc vous mettez 2 bras si vous êtes arrivé jusqu'ici, comme ça on verra ceux qui ont suivi la vidéo en entier. Tout au début j'en ai demandé 1, il y en a 2. Je vous rappelle qu'à partir de la semaine prochaine, on commence ma petite série de l'été. Vous aurez des vidéos
2 fois par semaine avec des petites vidéos éducatives autour du véganisme ou pour répondre à des arguments. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Comme d'habitude, vous savez que c'est hyper important pour moi que vous lâchiez des pouces, que vous mettiez des petits commentaires, etc. Aussi, partagez que vous partagiez les vidéos. Je compte sur vous et je vous embrasse et je vous souhaite un bel été. Bye!